coup, on a reçu une critique sur la vidéo où on a fait la formation continue. Sur le sondage, une pétition. Pétition sur la formation médicale continue. Et c'est un médecin qui écrit ça, parce qu'il y a des médecins qui nous suivent. Et les médecins qui nous suivent, c'est des gros vénères, parce qu'en moyenne, il faut être un peu au taquet, je trouve, pour nous suivre. Surtout, il y a des médecins G. Et du coup, il y a des remarques pertinentes, à mon avis. Et donc, le médecin, là, il dit, et tu proposes quoi en termes de financement, de temps de travail, d'indemnité? J'ai un confrère médecin G qui travaille tellement, il est à la campagne, il est tout seul, il est sous pression de l'ARS, je sais même pas ce que ça veut dire, ça doit pas être très bon, et donc il est tellement sous pression qu'il peut pas prendre ni week-end ni vacances, et le soir il fait sa compta, rattraper les courriers, les bilans bio, il téléphone, etc. Qu'est-ce que tu proposes pour lui, par exemple? Entre parenthèses, majorité des médecins. Et donc après, c'est est-ce que l'État... On se répond là. Je sais pas si c'est la majorité des médecins. En fait, ça n'a pas d'importance, à mon avis. Moi, je pense, mais ça, c'est mon avis. Ma femme serait peut-être pas d'accord, qu'on est gouverné par des gens incapables. Je pense que les mecs sont authentiquement incapables, mais c'est-à-dire, tu demandes à un type aveugle de faire un tableau, quoi. Je pense que vraiment, ils savent pas faire. Et quand on était à l'hosto, et que j'ai vu les dirigeants de l'hosto, ils savent pas faire, quoi. À mon avis, c'est des incompétents. Et on est dans une impasse, et s'il y a des médecins qui sont dans cette situation, ça peut pas durer du tout. Et en fait, s'ils bossent tellement qu'ils arrivent pas à claquer 30 points de CME par an, c'est-à-dire 1 heure de formation continue médicale par semaine, et c'est pas compliqué, il faut bosser moins, et la Sécu finance la formation, ou la Sécu finance l'heure pendant laquelle ils bossent moins, et il y a une espèce d'immunité. Si tous ces patients meurent pendant cette heure-là, il est pas touchable, il est un totem. Enfin, tu fais comme tu veux. Déjà être en place, en fait. Hein. Mais ça ne peut pas être autrement. Et si jamais le système là ne permet pas ça, il faut revoir le système de fond en comble. Et à mon avis, on n'a pas le choix, parce que c'est soit ça, soit ces crétins, ils sont en train de mettre des restrictions partout. Donc ils te font des restrictions sur ce que tu peux prescrire, ce que tu peux délivrer à la pharmacie. Pour reprendre une expression plus tard dans le texte, ils sont déjà en train de rajouter de la merde à un bol de chiasse. Voilà, ils sont déjà en train de faire ça, et en fait, c'est-à-dire, ils sont tellement cons qu'ils sont capables de foutre les médecins avec des chaînes sans leur laisser la possibilité de faire de la formation continue. Et c'est vrai que c'est possible, mais c'est pas pour ça que on doit pas mettre ça en place, parce qu'encore une fois, à mon avis, c'est la base du métier. C'est la base du métier. Tu peux pas faire autrement. Et donc, clairement, c'est pas les médecins qui demain vont se dire allez, je prends 1 heure, et puis il y a 1 heure où je me forme et le reste je m'en fous. Faut que ce soit intégré. Et quand tu vois que ces endos, ils sont en train de faire une campagne d'information pour former les patients qu'il y a besoin de pas forcément autant de médicaments. Enfin, ils sont désespérés, les mecs, quoi. C'est des idées toutes plus connes les unes que les autres. Et je pense qu'il faut que celle-là soit forcé, mais tu vois, dans le sens où je te dis pas tu fais la révolution, mais je sais pas qui nous représente, je sais pas comment ça se démerde, mais pour moi c'est censé être la base, tu vois, c'est censé être la base. C'est comme si tu disais dans les restos, en fait ils ont tellement de boulot qu'ils ont pas le temps de nettoyer les frigos. Non, faut nettoyer les frigos 1 fois par semaine, voilà, c'est pas possible. Et si c'est pas fait, il y a des gens qui sont responsables. Je pense que les gens qui nous gouvernent sont coupables d'une incompétence, mais je veux dire, si je bossais la médecine aussi mal qu'ils bossaient, on se serait en prison, je pense, tu vois. Et donc, effectivement, c'est pas, hop, allez, c'est au médecin de faire, ça doit être une action collective. Et je sais pas, moi, imagine, tous les médecins libéraux font grève jusqu'à ce que le gouvernement dise, bon, allez, on va vous financer l'heure de formation continue. Tu crois que ça dure combien de temps, à mon avis? Et on fait grève pendant 24 heures, je pense. 24 heures, à mon avis, c'est fini. Donc, en fait, on a un pouvoir de nuisance de dingue. Les gens parlent de la CGT à Noël, là. La SNCF va faire la grève à Noël, mais c'est fini, ils peuvent plus nous faire chier. De toute façon, il y a plus personne qui peut payer les billets. Donc en fait, ça change pas grand-chose. Alors que si t'as les médecins G qui font grève, tu fais quoi? Tous les médecins G, il y a tous les flics qui vont venir nous chercher. Non, ça marche pas. Tous les médecins libéraux qui font grève, tous les médecins hospitaliers, en fait, ça marche pas, tu vois. Et du coup, le gouvernement, il nous pond un petit texte de loi, ils travaillent jusqu'à minuit parce qu'ils peuvent le faire, visiblement, et le problème est réglé. Donc c'est vraiment pas, j'insiste,
les médecins c'est des branleurs, il faut qu'ils fassent de la formation continue. Non, c'est qu'on est sur un système qui a mis ça de côté, Voilà. qui a laissé le truc pourrir partout, et là t'essayes de sauver un petit peu les trucs, mais non. Donc le gouvernement se démerde. Et puis en plus, il y a 2-3 trucs là. Par exemple, est-ce que l'État finance le médecin à hauteur de ce qu'il perd? En fait, c'est déjà ce qui est prévu normalement sur certaines formations continues. Alors ouais, ça c'est la suite. On t'est indemnisé. Ouais, pardon. C'est la suite. Donc tu m'as dit, réponds maintenant, et après tu réponds à la suite. Donc ça tiendra qu'à moi, tu seras viré. Donc on continue. Est-ce que l'État fournit automatiquement le remplaçant et le comptable pendant les heures non travaillées? Non. Par contre, c'est une vraie question. Est-ce que c'est normal de payer un comptable aussi cher parce que le système est tellement confus que tu es obligé de payer un mec et que toi tout seul avec bac+10 tu comprends que dalle? C'est un vrai souci. Est-ce que l'État finance le médecin à la hauteur de ce qu'il perd? Honnêtement, oui, il pourrait. Et c'est déjà un système qui est en place sur certaines Alors on va y arriver. Est-ce que l'État protège le médecin légalement? Bon, si les patients crèvent, je sais pas trop comment ça se passe. Elle est très bien ta pétition, sale connard, mais limité pour une énième contrainte sans militer pour sa faisabilité en oubliant totalement le contexte général et particulier, c'est rajouter de la merde à un bol de chiasse duquel les médecins tentent de sortir en déplaquant ou en reconversion complète. Le type est vulgaire. Mais il a raison, et c'est pour ça, j'insiste, cette contrainte aurait dû être là dès le début. Et avec une organisation autour de cette contrainte, elle est d'une noblesse qui n'est même pas ouverte à la discussion, si tu veux. Ou alors on commence à dire, oui, est-ce que vraiment les médecins qui sont mieux formés marchent mieux que les autres? Et là, si ça n'est pas le cas, effectivement, je me reconvertis, car je perds un peu de temps. Alors tu vas me dire, en psychiatrie, prouve-moi que vu que tu connais un peu mieux, tes patients vont mieux. Et là, c'est un vrai débat, mais on va pas faire formation continue pour tout le monde, sauf en psychiatrie. On a déjà un peu la mauvaise gueule par rapport aux autres médecins. Et donc en fait, je pense honnêtement que le médecin qui bosse non-stop, qui peut pas se former et qui voit des casseroles qui continuent à tomber de la part de la Sécu ou de la NSM ou du CCP ou je sais pas quel autre organisme à la con, effectivement ça fait du burn-out / dépression, ça se dégoût, ça se suicide, ça ce que tu veux, ça fait tout. Et je pense qu'effectivement il est plus que temps, tu vois. Et c'est pas comme si... En tant que médecin, le rêve de travail, ça devrait être de voir du patient et se former. Et puis de former à côté. Et après d'avoir une vie à côté, mais en effet, pas de passer son temps en paplard. C'est ça, c'est un supplice. C'est un supplice. Enfer. Et sur le long terme, c'est 10 fois plus agréable. Tu vois, moi, si tu m'enlèves des connaissances de pharmaco, mes journées deviennent atroces parce qu'il y a des gens, je sais pas quoi foutre avec ces gens-là, tu vois. Et donc, en fait, c'est un espèce de cercle vertueux où plus t'apprends, plus c'est machin. Alors, oui, il y a des problèmes, mais je pense qu'on peut pas avoir pire que des médecins qui croulent sous les heures et qui ont même pas le temps de claquer 1 heure de formation continue. Après, honnêtement, vu que de toute façon, il y a plus de médecins G, il y a, je sais pas combien de millions de patients sans médecin G, il y a 13% des patients atteints de cancer sans médecin G, tu m'écoutes, 13% des patients atteints de cancer sans médecin G. Je sais pas si les gens se rendent compte du drame que c'est, si tu veux. Bon, c'est pas grave, mais du coup, tu mets un patient en plus ou en moins qui n'est pas suivi, c'est pas très très grave, tu vois. Donc je pense que malheureusement on n'a pas le choix. Et après, par ailleurs, c'est relativement gonflé de militer pour l'obligation de FMC, formation médicale continue. C'est déjà le cas, parce que ça marche mal parce que c'est une usine à gaz. Mais les toubibs continuent de se former, simplement ça ne rentre pas dans les clous. Il y a de la paperasse, donc ça passe à l'as des données de l'ARS, c'est tout. J'ai fait une dizaine de formations cette année, toute médicale et parfaitement à jour des données de la science. Mais il y en avait qu'une ou deux qui pouvaient être comptabilisées dans les conneries de l'ARS. Donc mollo sur le dénigrement des confrères. Il y a pas de ma part de dénigrement. Il y a deux problèmes. Il y a, est-ce que les médecins peuvent claquer 1 heure par semaine de formation continue? Je pense que s'ils peuvent pas, il faut que ce soit mis en place. Premier truc du lundi matin. Et après, il y a, est-ce que les formations continuent et le système qu'on a qui est en retard, mais de plusieurs dizaines d'années encore, tu veux, je veux dire, c'est vraiment la médecine française a perdu un peu ses lettres de noblesse. Le système qu'on a dans lequel, pour devenir un organisme
de formation continue, il faut avoir une puissance administrative de dingue, tu vois. Il faut avoir le truc Calliope ou le truc DPC, c'est des dizaines d'heures où tu interagis avec des gens qui sont parfois pas très futés, si tu veux. C'est un supplice, hein. Moi, j'ai regardé pour faire ça, c'est un supplice. Et du coup, il y a... Est-ce que les médecins ont le temps de le faire? Et une fois qu'ils le font, qu'est-ce qu'ils foutent? Et clairement, le système où tu as des médecins qui font de la formation à jour, mais ça donne pas de points CME parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se faire chier à faire toute cette formation, toutes ces formalités administratives, c'est déconnant. Et dans l'autre sens, si jamais, alors qu'il y a un médecin qui fait de la formation continue, il n'arrive pas à avoir 30 heures de trucs corrects, parce que ce qui est correct n'a pas la truc Calliope ou DPC ou je sais pas quoi, eh ben c'est qu'on a un méga souci. Donc effectivement, il y a deux problèmes. Il y a la qualité du système qui est déjà mis en place, il y a un mur administratif qui sépare l'accès à l'information. Je veux dire, c'est un truc de ouf. Et là, c'est pas une question de dénigrement des confrères. Je pense que les médecins sont coincés. Je pense qu'ils sont coincés. Moi, je connais des psychiatres qui ne sont pas mis à jour, qui n'ont pas fait de formation pendant 20 ans et qui sont honnêtement maintenant dans une merde noire parce que il y a plein de patients qui savent pas prendre en charge. Parce que c'est l'enfer. Parce que juste la pratique ne permet pas de te former. C'est bien, mais ça suffit pas. Et c'est pas une question de dénigrement des confrères. Ça n'a jamais été obligatoire. Ça n'a jamais été obligatoire. Moi, si tu me dis demain, c'est pas obligatoire de passer la bagnole au contrôle technique, ben je le fais pas. Je vais dire, je le fais pas. Là, c'est du comportement humain de base, quoi. Donc c'est pas une question de dénigrement, c'est une question de système qui a réussi à foirer le truc le plus fondamental et qui maintenant est en train de mettre des contraintes mais qui sont 10 fois supérieures. Tu te rends compte le nombre d'1 heure par semaine de formation continue, c'est rien. Tu te rends compte le nombre de paperasses de merde qu'on fait par semaine, rien que le nombre d'ordos sécurisés qui honnêtement, j'espère que ça diminue les divergences de les mésusages de psychotropes là, de psychostimulants, parce que moi personnellement ça m'a jamais je me suis jamais dit je vais peut-être pas mettre ce médoc, c'est sur une ordo sécurisé, tu vois. Alors que c'est dans des discours de la CPM, si tu veux. On va réduire l'utilisation de la codéine, du tramadol, machin, parce que maintenant c'est en ordo sécurisé. Mais montre-moi une seule étude que vu que c'est en ordo sécurisé, les prescriptions diminuent, quoi. Et si ça diminue, c'est que les médecins sont à ça près, tu vois. Ils sont à ça près de mettre un médoc qui... Dans les faits, dans les faits, je trouve que ça diminue, notamment sur les somnifères, où t'as le zolpidem qui est quasiment jamais prescrit par les médecins généralistes, le zopiclone rarement, et du coup tout ça remplacé par le noctamide, puisqu'il peut être prescrit une fois tous les 3 mois. Ouais, mais du coup c'est con parce que ça diminue un au profit de l'autre qui est identique. Je veux dire, c'est kiff-kiff. Sauf si la Sécu avait en tête les troubles du sommeil sous zolpidem, mais le RMS-PDM, je suis pas sûr qu'est-ce qu'il fait ça. Donc voilà, donc à mon avis, les médecins sont coincés et il n'y a pas 36 solutions. Je continue. Le gars dit que je suis gonflé parce que je milite pour une organisation exigeante de FMC, de formation médicale continue, dans une situation où je demande 250 € hors prise en charge pour regarder les vidéos que j'ai fait. Oui, j'ai fait pendant mes vacances 14 heures de vidéo, je crois. Ça m'a demandé une semaine de boulot complète. Et du coup, j'ai mis ça. C'est pas 250 €, c'est 200 € pour les 14 heures de vidéo et les 50 € pour le Substack toute l'année. Donc ça fait 50 balles pour des postes quotidiens de psychiatrie. Tout ça, c'est un désastre financier. Hein. Je veux dire, moi, c'est un désastre financier. Je fais beaucoup plus d'argent si je fais une consultation dans la journée. Je veux dire, ça n'a rien à voir. En termes de temps, ça n'a rien à voir. Je veux dire, moi, je gagne pas du tout d'argent avec le Substack. Ça me prend 1 heure par jour. Ça taxe sur ma femme. Je veux dire, en 1 heure, moi, je fais 4 consultes. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout rentable. je veux pas être désagréable. Donc, effectivement, oui, c'est sûrement cher. Cela dit, dans d'autres pays, tu as des moyens d'avoir tes points CME pour 150 balles. En psychiatrie, tu t'abonnes au Carlat de psychiatrie, c'est 150 balles par an et tu as tes points CME. Je crois que tu as quasiment tout, si tu veux. Donc, c'est pas forcément cher. Ce qui est cher,
c'est que le truc est corrompu et que, en fait, vu que les médecins sont remboursés par l'État, les organismes de formation font payer le truc un prix de dingue et t'as des formations de une journée où, en fait, t'as 5 heures de cours à tout péter qui coûtent 800 balles. Et ça, c'est encore un système corrompu de ouf. Mais à la base, la formation continue, machin, c'est pas forcément la peau du cul. Tu regardes mon Substack à 50 balles par an, si je me fais chier à faire le truc Calliope, normalement, ça rentre dedans, ça fait 50 balles par an, c'est pas déconnant. Je me ferais pas chier parce que c'est lourd de ouf à faire, mais c'est pas forcément cher en soi. Les prix, il y a une inflation des prix parce que les gens trichent, parce qu'on laisse tout le monde tricher ici. Donc qu'est-ce que tu veux ? Et puis alors, je tiens à rajouter que en plus, si jamais on arrive à faire en sorte que les crédits CME soient acceptés sur le plan français en termes de formation continue, c'est encore plus une ruine pour les cours qu'il a fait à 200 € les 14 heures, puisque les gens n'iront pas s'inscrire à ces cours, mais plutôt au truc de formation continue.cm. Ah bah oui, non, donc mais... vraiment, je vois pas en quoi c'est gonflé ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est vrai que moi je sais pas si c'est gonflé. Honnêtement, je le referai pas parce que financièrement, une semaine de vac, je crois qu'il y a 10 personnes qui sont inscrites pour voir les cours. Je les trouve très bien, honnêtement. Mais c'est pas rentable. Vraiment, c'est pas rentable. Donc voilà, j'espère que ça répond aux questions. La dernière fois, ça fait des pleins d'essence en rétribution. Voilà. Donc effectivement, c'est obligatoire, mais c'est mis en place avec le cul. Honnêtement, c'est la formation médicale continue en France, c'est mis en place avec le cul. Quand tu te prends un rapport de la Cour des comptes qui dit 77% des médecins l'ont pas fait, soit ils font autre chose, et dans ce cas-là, faut se réveiller, faut arrêter d'avoir des machines, des usines administratives qui font des paplards de dingue pour pouvoir devenir organisme, et tu files le truc plus facilement, et tu libères une heure de temps au médecin, c'est vraiment pas compliqué, je veux dire, tu libères une heure de temps au médecin, ça tiendrait qu'à moi, on libérait 2 heures par semaine, et promis juré, tu fais la diff. Et alors du coup, quand on discute avec ma femme, elle me dit, ouais, mais est-ce que t'as la preuve que les gens qui font de la formation continue savent plus de trucs? Non, j'ai pas la preuve. Mais du coup, moi ce que... ça améliore. Et après, est-ce qu'on a la preuve que ça améliore les soins? Non, j'ai pas la preuve. Tu peux pas faire l'étude. Je suis pas sûr que tu puisses faire l'étude, mais on peut faire des questions de formation continue en psychiatrie et voir un peu. Moi, s'il y a des patients qui écoutent, honnêtement, t'imprimes les questions et tu les demandes au psychiatre parce que là, c'est sous forme de QCM, mais en fait, t'es même pas censé avoir les propositions. Tu vois, t'es censé. Bon, c'est ça le diagnostic. Tu vois, quand t'as un patient qui arrive, t'as pas une espèce d'écran imaginaire qui dit qu'est-ce qu'il a. T'as des QCM. Et donc moi, je vous propose parce que je dis à ma femme, les questions pour maintenir le certificat de compétence dans les pays anglo-saxons, elles sont pas tout à fait pétées de chez pété. Et hier, elle me disait, ouais, mais ok, machin. Et donc, on a pris des questions et on est tombé sur des questions et les questions sont les suivantes. Donc là, par exemple, c'est quelle molécule inhibe le plus la norépinéphrine transporteur ou la noradrénaline transporteur ou le transporteur à la noradrénaline. Nous vous invitons à mettre pause. Et donc là, vous pouvez mettre pause pour vous dire, tiens, je vais réfléchir, tu vois. Donc là, en fait, personne ne le fait, ça. Mais bon, ceux qui l'ont fait ont mis pause, ils sont revenus. Et donc, il y a le minaciprane, c'est l'XL, la venlafaxine, la desvenlafaxine, la duloxétine ou le lévomilnaciprane. Et là, est-ce que vous connaissez beaucoup de psychiatres qui répondent à cette question? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des psychiatres, je pense, qui se disent, c'est quoi le lévomilnaciprane? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Déjà, le milnaciprane, je suis pas sûr, mais le lévomilnaciprane, je suis pas sûr. Et en fait, le lévomilnaciprane, c'est l'énantiomère S du milnaciprane, et lui, il inhibe 2 fois plus la capture de la noradrénaline qu'il n'inhibe la capture de la sérotonine. Et donc, c'est le seul là-dedans qui inhibe plus la capture de la noradré que la sérotonine. Est-ce que vous saviez ça? Je suis pas sûr. Vas-y. Même plus loin, je pense je connais quelques vieux psychiatres qui ne savent pas ce que c'est que le norépinéphrine transporteur. Ouais. Mais oui, et j'insiste, ça n'est pas grave parce que ils n'ont pas été obligés de faire ça et vous ne pouvez pas avoir un système qui se base sur la bonne volonté des psychiatres ou des médecins pour se maintenir à jour. C'est pas possible. Moi, franchement, quand j'avais... surtout dans un système qui suce les médecins jusqu'à la moelle en termes de temps. Non, mais moi, il y a 5 ans, j'avais pas de gamin.
j'avais rien à foutre de la journée et du coup je pouvais rentrer et bosser de la psy comme un dingue et du coup je pouvais dire avec les personnes, les médecins plus âgés, ouais, ils branlent rien, c'est des noms. Mais non. Après tu grandis, la vie s'accélère, t'as de plus en plus de trucs à faire, mais les journées font toujours 24 heures et du coup t'as pas le temps et du coup si c'est pas obligé et contrôlé comme les impôts, et honnêtement tu le fais pas quoi. Et donc c'est pas contre les médecins, je pense qu'on est gouverné par des abrutis complets. Donc voilà, c'était une question. Et une autre question qui est trop cool, moi je trouve. Et donc là, c'est sur un gamin de 12 ans. On lui prescrit des psychostimulants. Alors on va dire que c'est du méthylphénidate, ok. Et on a un peu l'inquiétude sur le fait que les parents commencent à consommer eux-mêmes les psychostimulants. Et là, honnêtement, je me dis, merde, ça se trouve, on est en train de donner une idée aux parents. Ça ne marche pas beaucoup plus que de la caféine pour ceux qui n'ont pas de TDAH. Bref, donc le gamin il a 12 ans et on dit oula, on va arrêter de lui filer des psychostimulants quand même et du coup on va switch vers de l'atomoxétine. Ok, excellent. Donc là vous allez me dire on connaît pas, il faut se faire chier à une prescription d'autorisation d'accès compassionnel qu'on peut pas faire en libéral et je te répondrai oui, voilà, tu as prouvé mon point. En fait, on est tellement gouverné par des crétins qu'au niveau accès aux médocs, on a tellement que dalle qu'il y a des médocs qu'on connaît même pas parce qu'ils sont cachés derrière du travail administratif, alors que l'atomoxétine, autorisation d'accès compassionnel, ça va faire 20 ans que ça existe. Hein. Donc c'est juste crétin. Et ça, c'est pas de la faute des médecins, tu vois, c'est pas une question de faute des médecins. Et du coup, la question, c'est, à quelle dose est-ce qu'on doit instaurer l'atomoxétine? Et là, trouve-moi des psychiatres français qui savent répondre à cette question. Je pense que tu as un taux de bonne réponse de moins de 5%, tu vois, à mon avis. C'est pas grave. Mais juste, ils savent pas. Et donc, il y a la question du poids de 60 kilos. Et en fait, la question, c'est, est-ce que si jamais on lui enlève les psychostimulants, le poids va bouger ou pas? Est-ce qu'en fait, il prenait les psychostimulants? Est-ce que c'était les parents qui prenaient les psychostimulants? Est-ce que ça va se modifier? En fait, on s'en tape le steak parce que l'atomoxétine, c'est 0,5 mg kilo pendant une semaine. Et puis après, c'est 1,2 mg kilo. Et donc, on est à 30 mg pendant une semaine, puis 72 mg. Et ça, c'est vrai pour les enfants qui font moins de 70 kilos. Donc, exemple de molécule qui est, je pense, inconnue par je sais pas combien de psychiatres, parce que si t'as pas de formation continue, tu sais même pas que ça existe, quoi. Femme de 35 ans avec des antécédents dépressifs, d'épisodes dépressifs caractérisés. Et toc, elle se présente à la clinique, elle a des céphalées, des nausées et des problématiques anxieuses qui sont là depuis une semaine. Il y a des moments où il y a des décharges électriques dans la tête. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une semaine, il y avait un test de grossesse qui était positif. Et donc, elle a arrêté tout d'un coup. Et la question, c'est quelle est la molécule qui a le plus probablement été arrêté. Donc là, c'est pareil, mettez pause, parce qu'à mon avis, la question, elle est bien. Et donc, la réponse, et la seule réponse qu'il peut y avoir, c'est la fluvoxamine, parce qu'elle a des signes de sevrage sérotoninergique, avec des décharges électriques dans la tête, et des signes spécifiques. Ça ne peut pas être l'olanzapine, parce que l'olanzapine, il y aurait des problèmes de sommeil de dingo et ça n'aurait pas entraîné de décharge électrique. Aripiprazole, machin. Et dans les IRS, la vortioxétine et la fluoxétine sont celles qui ont les demi-vies les plus faibles, donc les plus longues. Donc en fait, ça ne peut pas être ça. Et le clonazepam, ça donne pas du tout ces symptômes-là en termes de décharge. Et c'est pas tout à fait la même cinétique. Et donc là, honnêtement, c'est pareil. Je sais pas si beaucoup de personnes répondent bien à cette question. Et là, c'est des questions de base. Hein. On n'a pas cherché pendant 10 heures pour trouver les bonnes questions, tu veux. Hein. Celle-là, c'est la plus belle, honnêtement, je pense. Et donc, c'est un homme de 30 ans qui consulte son médecin traitant et quand il fait des exercices de muscu, là, il commence à avoir des maux de tête, des palpitations cardiaques et il transpire de façon intense. Il n'y a pas d'antécédent, il prend pas de médoc, il n'y a pas d'antécédent médical, etc., etc. Tu fais un examen complet. Alors, je sais pas ce que ça veut dire sur le plan médical, mais tu fais des analyses complètes et là, il y a des taux élevés de norméthanéphrine plasmatique, mais des taux de méthanéphrine plasmatique qui sont normaux. Alors là, tu vois, je veux dire,
tu poses la question, mais tu dis, enfin, t'imprimes la question et tu poses la question à un psychiatre que tu connais et tu me dis, il y en a combien qui répondent, quoi, franchement. Et donc, en fait, la question, c'est où est située la masse? Donc là, vous pouvez mettre pause. Moi, j'ai pas su répondre, putain. Vous pouvez, mais j'ai pu réfléchir au truc, alors que toi, t'as juste les orbites qui ont explosé. Oui. Et donc, où est située la masse? Et en fait, les gars, il s'avère que la masse, elle est extra-surélanienne, qu'on est sur un phéochromocytome. La masse est extra-surélanienne parce que quand les phéochromocytomes sont surélaniens, ils ont la phényléthalanine transférase qui fait que tu peux passer de la norépinéphrine à l'épinéphrine. Et la méthanéphrine et la norméthanéphrine, c'est des métabolites de ces deux neurotransmetteurs. Et donc en fait la localisation est probablement au niveau de la bifurcation de l'aorte, quand elle va bifurquer en aorte au niveau de l'iliaque. Et donc ça, ma femme dit ouais mais le phéochromocytome, qu'est-ce qu'on s'en branle. Et en fait déjà elle est un petit peu vulgaire, mais en plus c'est un diagnostic différentiel de troubles paniques. Donc les anglo-saxons, c'est des gros crétins, ils disent si tu dois faire le diagnostic différentiel, faut connaître le diagnostic sur les bases, tu vois. Donc voilà. Alors à la fin, les gars, sur le QCM, ils te massacrent, ils te disent ouais mais imaginez, il y a un homme de 15 ans, un jeune homme de 15 ans, il a des taux de noradrénaline et d'adrénaline plasmatique. Qu'est-ce que ça change si jamais on compare à quelqu'un qui a 70 ans? Et en fait, avec l'âge, les concentrations plasmatiques de noradré et d'adré augmentent un peu. On ne sait pas trop pourquoi. Et là, vous allez me dire, ouais, mais on s'en fout de ça, non? Moi, je vais dire, tu prescris des médocs qui augmentent les concentrations de ces neurotransmetteurs. Et en fait, tu connais même pas la physiologie en termes d'excrétion plasmatique. Ça craint de ouf, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que on n'a pas de formation continue. Donc là, si vous avez des psychiatres qui répondent à ça nickel, vous les appelez, vous me dites le nom. Moi, je cherche des gens pour écrire sur le Substack. Et ça doit être des machines de guerre, franchement. Question après, lequel de ces troubles qui se présentent avec des manifestations anxieuses se transmet de façon autosomique dominante avec une pénétrance incomplète? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, paf, c'est les porphyries aiguës intermittentes, la porphyrie aiguë intermittente, et tu vas me dire, mais je sais même pas ce que c'est, et moi je vais te dire, ouais, mais c'est une question classique sur le maintien de certificat et pour obtenir son droit de prescrire. Donc, vous avez quelques exemples là. Et je sais pas si c'est pas la dernière, non, c'est la dernière. C'est un exemple, un homme de 19 ans qui prend du millepertuis pour traiter sa dépression et il préfère les remèdes naturels avec des petits guillemets. Ça marche un peu, mais il est toujours avec des problématiques de sommeil de dingue. Et donc là, il a essayé de prendre de la mélatonine et de l'hydroxyzine, mais ça n'a pas marché. Donc il se pointe et il dit j'aimerais bien avoir un truc pour le sommeil. Et du coup, la question c'est qu'est-ce qui a le moins de chances de marcher? Donc là, vous mettez pause et puis vous réfléchissez un peu. Faut le regarder. Faut plus le regarder que de l'écouter en podcast. Là, les propositions c'est doxépine, oxazépam, olanzapine, zopiclone et lorazépam. Et en fait, le millepertuis, c'est un inducteur sur le cytochrome P453A4 et du coup la question c'est quelles sont les molécules qui passent par cette voie de métabolisation là. La doxépine c'est le 2D6, l'oxazépam et le lorazépam c'est par glucuronoconjugaison, c'est pour ça que tu peux les donner dans les insuffisances sympathiques. L'olanzapine c'est le 1A2, en fait c'est le zopiclone et donc c'est le zopiclone qui a le moins de chances de marcher. Je pense que tout le monde ne sait pas répondre à cette question. Et alors là, celle-là, c'est honnêtement le coup de grâce. Moi, j'ai trouvé coup de grâce. Donc, je vais la lire quand même, parce que moi, ça me fait marrer. Une étude de recherche qui essaye de différencier les réponses au traitement par sertraline
chez les patients qui sont agoraphobes en fonction de est-ce qu'il y a un trouble panique associé ou pas. Donc tu prends des patients, ils sont tous agoraphobes et tu regardes si en fonction de la présence de troubles paniques, la réponse à la sertraline se modifie. Okay, tu prends un échantillon et du coup la question c'est comment est-ce que tu fais ton échantillon, et en fait c'est les 25 premières consultes successives pour l'agoraphobie dans 30 centres de santé au niveau de 15 États différents des États-Unis. Et donc une fois que tu les as, tu prends les patients et tu les assignes soit à la sertraline, soit au groupe témoin, on va dire que c'est le placebo, au pif. Une dose, donc c'est une dose simple fixée de sertraline pendant 8 semaines. Tu fais pré- et post-traitement, et là ces évaluations, c'est des échelles d'auto-évaluation et des instruments d'entretien standardisés. Et donc la question, donc là déjà faut s'être maintenu un petit peu au niveau de lecture critique d'articles, sinon t'as un petit coup de mal de tête, tu vois. Déjà ça te frappe un peu. Et donc après la question c'est, parmi les éléments suivants, lequel constitue une menace pour la validité externe de cette étude? Donc là, il faut voir ce que c'est la validité externe de cette étude. Et donc en fait, la question, et les propositions, c'est l'échantillonnage de commodité, c'est est-ce que le problème dépend de la variable dépendante, de la variable indépendante, de l'assignation aléatoire? Est-ce que c'est parce qu'ils sont des échelles d'auto-évaluation? Et non, en fait, c'est parce que tu as un échantillage de commodité qui s'y fait. C'est beaucoup plus simple de prendre les 25 premiers qui se pointent pour une consultation d'agoraphobie, mais ça représente pas forcément toutes les personnes qui ont de l'agoraphobie, et du coup, c'est la validité externe de l'étude qui est gênée. Et la validité interne, ça aurait été le fait d'utiliser des échelles d'auto-évaluation. Donc là, vous avez honnêtement 5 questions prises au pif. On est tombé sur ma femme avec ça nous a pris 10 minutes. Et je sais pas qui répond bon à toutes ces questions, et je sais pas qui pourra dire que en fait de ne pas savoir répondre à ces questions, ça ne modifie pas vraiment la qualité de la prise en charge. Et donc encore une fois, c'est pas aux médecins de se démerder de mettre ça en place, c'est au gouvernement qu'on paye cher, on paye très cher là, enfin je veux dire, on paye très cher. Je parle pas de la consulte à 25 € du médecin G, parce que honnêtement, moi je me serais barré dans un autre pays, je me serais cassé, si tu veux. Mon coiffeur il m'a pris 32 €, je me serais barré. Alors tu peux dire, oui mais la sécu d'un des machins, mais la sécu c'est un supplice, c'est la supplice de bosser avec la sécu, c'est du harcèlement la sécu. Donc je veux dire, enfin bref, donc c'est pas contre les médecins G, c'est pas contre n'importe quelle psychiatrité. Le système est vérolé, il faut que ce soit repensé avec la formation continue dès le début. C'est à mon avis le minimum syndical si tu veux pas avoir une profession qui explose complètement, parce que vu qu'ils peuvent pas rien faire, ils sont en train de nous qui est une quantité de conneries beaucoup plus emmerdantes qu'une heure de formation continue par semaine. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Juste que la formation continue et les contrôles, ça justifie en plus d'augmenter clairement l'indemnisation des consultations, donc les revenus des médecins. Bah oui, tu prends ça les médecins G, hop. de ne plus emmerder autant les médecins sur les arrêts de travail, sur les prescriptions sécurisées, machin. Donc ça justifie plein de choses qui amélioreraient la qualité de vie de tout le monde, je pense. Et c'est un peu ça l'objectif de la pétition. Ah mais ouais, non, enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Enfin, c'est honnêtement monstrueux, quoi. Quand tu vois ce qu'ils sont en train de rajouter en termes de contraintes, c'est complètement surréaliste. Ils ont réussi à passer complètement à côté du problème, quoi. Je veux dire, c'est un tour de force. Honnêtement, c'est un tour de force. Et donc, voilà. Alors, attends. Il faut que j'arrive à tomber sur le truc.